Bonjour Gabriel. Bonjour Béatrice. Tu es professeur de lettres modernes et par ailleurs tu es aussi écrivain. Tu écris des récits, du théâtre, de la poésie, des contes. Et c'est en tant que poète que tu as reçu le prix prestigieux Max Jacob pour ton ouvrage qui s'appelle Plus loin que l'atelier. Le bois. Depuis qu'il tend l'arc, manie la lance, porte des sabots, bâtit des maisons, aligne des lattes sur le sol afin d'aménager un parquet, l'homme cohabite avec lui et nous avons un lien inextricable, si permanent avec lui qu'au quotidien, nous omettons de rappeler comme il nous est précieux. Nous remercions la pluie quand après des mois de sécheresse elle nourrit la terre. Nous chérissons la fortune quand nous décrochons le pactole à la loterie ou à un autre jeu de hasard. Si nous avons la foi, nous saluons Dieu lorsqu'il exauce les prières, mais quid des platanes, des tilleuls, des marronniers qui poussent dans Paris? Afin de pallier ce manque d'égard pour la peau des arbres, nous arrivons chez un de ceux qui par sa profession la travaille, la transforme et la transcende, en l'occurrence Julien Lodi, ébéniste, qui nous ouvre la porte de son atelier. Comment tu es devenu poète? J'ai été élevé dans un milieu où on aimait la poésie, donc notamment ma mère qui m'a transmis rapidement cette espèce de passion, de faveur enthousiaste pour l'écriture poétique. Et de fil en aiguille, donc, je me suis de plus en plus intéressé à ce genre. J'ai lu des poètes et puis je me suis lancé, c'est-à-dire vers la fin de l'adolescence, approximativement, dans la composition à proprement parler de textes poétiques. J'ai mis du temps avant de me sentir à l'aise avec l'écriture poétique. J'ai rédigé des textes plutôt que créé des textes de manière assez laborieuse au fil du temps avant de me sentir pleinement à l'aise et en mesure d'écrire une poésie qui me correspondait. L'atelier est fermé. Il suffirait d'ouvrir la porte et l'air y entrerait comme le vent, ôte un peu de sa moiteur à la forêt. Debout et penché sur l'établi, un homme perce une lanière avec une alène. Cette bande de cuir, où il fait un trou, ressemble à une chevelure qui se met à brûler. À défaut de la précision de ses gestes, de l'outil qu'il manie, de l'odeur de peau tannée, je vois la chair d'un animal criblé. Dans la minutie d'un maroquinier qui crante une ceinture, mes yeux trouvent la mort. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, elles sont nombreuses. Elles ne se cantonnent pas aux poètes. Je ne vais pas vous citer là des noms d'écrivains contemporains ou des époques passées. Peut-être plus encore que des artistes qui manient le langage, ce sont surtout des peintres qui m'inspirent. C'est-à-dire tout ce qui peut, en quelque sorte, nourrir mon œil, ma perception du réel. Et même si la réponse peut paraître paradoxale, je me rends compte que ce sont surtout des artistes visuels, en quelque sorte, qui me permettent ensuite d'alimenter ma créativité poétique. Donc, qu'est-ce qui est source d'inspiration pour moi? Ce n'est pas nécessairement des écrivains, mais peut-être plus encore des peintres. D'accord. Et le 14e, où tu vis depuis à peu près 30 ans, c'est ça? T'inspire aussi? Oui, tout à fait, oui. Au quotidien, que ce soit dans des espaces intérieurs, que ce soit dans la rue. Oui, j'ai à cœur, ou peut-être que ça se fait de manière instinctive, pulsionnelle, j'observe le monde autour de moi, ou je m'efforce de l'observer,
Et donc ce travail-là, il est surtout en lien avec l'œil, c'est-à-dire avec le fait d'exercer sa vue et d'observer pas simplement les choses qui s'imposent au regard, mais aussi les petits détails. Une feuille voilà, qu'on n'aperçoit pas sur le bitume, une souris qui traverse furtivement un square. J'ai un regard que j'essaye d'avoir à la fois macroscopique et aussi microscopique, voir le grand et le petit. Nous voici à un endroit qui déroute, une place où se dresse un socle de plusieurs mètres, large et en pierre, sur lequel est posée la statue d'un artiste, d'un astronome, d'un médecin, d'un biologiste ou d'un lointain souverain. Personne. Il est vide, comme vous le voyez, sans que le vol d'une sculpture ait été commis ou que celle-ci ait dû être enlevée récemment pour rénovation. Nous nous retrouvons donc devant de l'invisible, qui n'est pas une absence, un thème fréquent dans mes textes, notamment dans le livre Atlas de l'invisible. Dès lors, sur cette hauteur qui nous surplombe, nous pouvons, grâce à l'imaginaire, y hisser qui nous souhaitons. Le héros, issu d'un récit légendaire, une personne avérée de l'histoire de France ou d'un autre pays, un animal provenant de la mythologie qui entremêlerait plusieurs espèces, alors que la ville, souvent pressante, voire oppressante, n'invite pas à vivifier les moments pour la rêverie. Cet espace ressemble à une espèce d'escale dans l'arrondissement où les urgences et les sollicitations de toutes sortes s'estompent, voire disparaissent. Cependant, loin d'être un lieu autarcique et donc retranché du monde, il se rattache à une réalité à la fois âpre et généreuse, car le soir, des repas y sont distribués pour les personnes en précarité sociale, montrant qu'une solidarité est ici à l'œuvre, et celle-ci pleinement visible. Comment est-ce qu'on reconnaît ta patte ? Vaste question. Déjà, ai-je une patte? Je vais surtout me fier à ce que disent les lectrices et les lecteurs par rapport à mon écriture. Ils mettent en avant mon goût pour le lyrisme, c'est-à-dire ma foi dans le langage poétique, et que, en l'occurrence, je suis en quelque sorte l'ennemi du minimalisme. Je crois effectivement qu'on peut, en poésie, notamment contemporaine, écrire des textes qui aient une espèce de souffle, de vigueur, d'énergie, de puissance pneumatique, et donc on peut célébrer la vie sous toutes ses formes. Par conséquent, j'ai tendance à composer des textes qui sont plutôt longs que courts. Dans Plus loin que l'atelier, par exemple, il n'y a pas de forme concise, comme dans la poésie asiatique, les haïkus, les tankas. J'ai tendance, pourrait-on dire, à être bavard en poésie. Alors, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. En tout cas, j'ai besoin d'un certain espace sur la page pour m'exprimer. Je dirais qu'elle est là, la principale caractéristique de mon écriture. Et qu'ensuite, elle tend aussi à mettre en avant de nombreuses images, dont je crois aussi beaucoup dans l'élan métaphorique, dans le fait qu'on doit comparer le monde qui nous entoure, le réel, avec tout un faisceau de symboles, d'analogies, de ressemblances avec d'autres choses. Poète, ça, tout à fait. Voilà. Voilà ce que je pourrais répondre aujourd'hui, sachant que peut-être mon écriture évoluera au fil du temps, qu'elle sera plus ramassée, qu'elle prendra d'autres aspects, d'autres directions. Nous sommes à présent dans la rue Émile Richard, où à peu près aucune Parisienne ou aucun Parisien n'est domicilié. Savez-vous pourquoi? Parce que sur sa droite comme sur sa gauche, elle longe un cimetière, en l'occurrence celui du Montparnasse. Vous pourriez déplorer que j'ai choisi un environnement lié à la mort, l'inhumation, le recueillement, qui peut se faire dans la peine, la nostalgie face aux tombes rendant hommage à des vies éteintes. Or, plutôt que de nous assombrir, dès lors que nous accordons une faveur au surnaturel, nous pouvons entrevoir une rencontre, l'entame d'une discussion, un dialogue chaleureux, voire le présage d'une fête entre les défunts et nous. Cette communion troublante et impalpable se produit fréquemment dans le Nouvel An, un conte où un jeune adulte avec un enfant croise des fantômes, des spectres, des ancêtres éthérés,
Hormis le rapport que chacun de nous entretient face à la certitude ou la négation d'un au-delà, j'ai voulu venir ensemble, ici, afin de partager quelques instants d'attention et de proximité envers celles et ceux qui dorment sous la terre. Par dromomanie, je me remets à marcher quand s'entendent des claquements autour de nous. Un entrechoquement de nombreuses dents fracasse l'air et de derrière les arbres, des squelettes jaillissent en ouvrant leurs mâchoires. D'un orangé marronâtre, leurs os craquent comme en croquant dans une pomme mûre. Bien qu'ils aient perdu la chair et la peau, sur leur crâne se lit de la repentance. À quoi sert la poésie? Est-ce qu'à ton avis, elle est encore utile aujourd'hui? Évidemment, à mes yeux, qu'elle est non seulement utile, mais indispensable, voire vitale. Et je dirais pas qu'elle est plus utile aujourd'hui que par le passé. J'entends souvent dire par des personnes quelque peu désabusées qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de croire dans la beauté de la vie. Je crois qu'il y a eu des violences, des conflits, des duretés, des âpretés il y a 1000 ans comme aujourd'hui. Et même, par exemple, dès la Renaissance, certains ont mis en avant que la poésie lyrique avait été kidnappée, qu'elle n'existait plus, que les muses avaient été victimes d'un rapt. Et par conséquent, cette idée selon laquelle la poésie n'a plus lieu d'être, elle existe depuis de nombreux siècles. Donc pour moi, la poésie est là, elle a été là et elle sera toujours là. Je crois résolument en elle et dans la nécessité de la célébrer, oui. Et pour être un bon poète, si tu devais donner un seul adjectif, ça serait lequel? Je dirais avant tout qu'il faut savoir être observateur. Et ensuite, dans un second temps, aimer le langage, avoir cette soif d'apprendre, d'être minutieux aussi, d'être très précis, parce que la poésie, c'est un genre littéraire qui est en fait une école de la maîtrise, de la précaution, et qu'il faut utiliser le langage de manière semblable à celle d'un orfèvre, c'est-à-dire de façon millimétrée, et surtout pas en croyant que le poète est celui qui divague et qui écrit à peu près n'importe quoi ou dans un état de transe qui n'a pas lieu d'être en l'occurrence. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Gabriel. Merci à toi Béatrice. C'était vraiment très très intéressant tout ça. Les poètes n'ont pas de machine, ni d'appareil. Leurs mots proviennent d'un artisanat sans matière.